Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Des romans qui reviennent de l'étranger et qui rentrent en Suisse comme dans un moulin. Le fameux certificat Covid est rarement demandé, tout comme le formulaire d'entrée. Reportage à l'aéroport de Genève. Un parlement essentiellement féminin. C'était aujourd'hui à Berne, à l'occasion de la deuxième session des femmes de l'histoire. Elles étaient 246 à débattre de l'égalité. Alors, quelle est la force d'un tel rendez-vous? On en parlera avec l'une des participantes, la conseillère aux États, Marina Carobio. Dans ce journal également, on continuera de suivre la tournée de Guy Parmelin. Après Israël et les territoires palestiniens, le président de la Confédération était aujourd'hui en visite à l'exposition universelle de Dubaï. Au revoir Facebook, bonjour. Meta, sous le feu des critiques, le géant de la Silicon Valley change de nom. Il dit vouloir ainsi mieux refléter la diversité de son portefeuille et ses ambitions dans la réalité virtuelle. Enfin, en cette période de Toussaint, Fanny Moy sera sur ce plateau pour lancer notre nouvelle série, Mémoire d'outre-tombe, une série qui vous emmènera du cimetière israélite de Verrier au cimetière des pestiférés des Franches-Montagnes. Et si l'évocation de ces lieux vous fait frémir, vous serez certainement enchanté à l'idée de lire des intrigues policières se passant à quelques pas de chez vous. Ça tombe bien, le polar régional à la côte en Suisse romande. Si vous rentrez de l'étranger en cette fin de vacances scolaires, vous êtes dans l'obligation de présenter un certificat Covid et un formulaire d'entrée aux aéroports. Voilà pour la théorie. Mais dans la pratique, ces documents restent peu contrôlés. Exemple à Genève avec Véronique Wicht et Anna Silva. Si vous étiez à l'étranger récemment, vous n'êtes pas sans connaître le formulaire PLF, ce document obligatoire pour toute personne entrant sur le territoire suisse. Pourtant, cet après-midi à l'aéroport de Genève, certains voyageurs ne sont pas en règle. C'est quoi le PLF? Je suis pas au courant. Qu'est-ce que c'est le formulaire PLF, pardon? On a rempli un formulaire en ligne qui donne un QR code. Heureusement pour eux, pas de vérification à l'arrivée, ils échappent à une amende de 100 francs. La majorité des vacanciers possédaient bien ce document et se dit étonné de ne pas être contrôlés par les douaniers. Ils m'ont jamais rien demandé. Je l'ai rempli dans l'avion, mais je ne l'ai pas présenté. Ça me paraît un peu curieux. Je m'attendais à plus de contrôle de la part des Suisses, en fait. C'est un peu bizarre parce que vu tout ce qu'on nous demande à faire, à la fin, pour ne pas nous le demander, c'est un peu énervant. À force, les gens vont s'arrêter de le faire parce qu'ils vont se dire ça ne sert strictement à rien. Le service des douanes mandaté par la Confédération pour vérifier ce formulaire n'a pas souhaité nous répondre face caméra et nous indique par email. L'administration fédérale des douanes effectue ses contrôles en fonction des risques et de la situation dans les différents modes de transport et types de trafic. De plus, il n'y a pas de contrôle systématique. Cet après-midi, sur la quinzaine de voyageurs interrogés, seuls 2 ont été contrôlés. On s'y attendait aussi, donc sans surprise. Selon les douanes, c'est normal, la Suisse n'étant plus en situation extraordinaire de frontières fermées comme l'année passée. Autre document à fournir, mais cette fois-ci au départ, le pass Covid. Sa vérification est du ressort des compagnies aériennes au moment du check-in ou à l'embarquement. Selon nos informations, ces contrôles ne sont pas systématiques. EasyJet et Suisse n'ont pas souhaité nous accorder d'interview et nous indiquent par écrit. Pour nous conformer à cette règle, nous avons adapté le processus d'enregistrement, de sorte que lorsqu'un passager s'enregistre en ligne, il et elle reçoit uniquement une confirmation, mais pas encore de carte d'embarquement. Celle-ci sera fournie au check-in sur présentation des documents requis. Nous alertons nos clients sur l'importance de vérifier les exigences locales en vigueur avant leur vol. Depuis le 20 septembre, les douanes suisses ont amendé un peu plus de 700 personnes pour absence de passe Covid ou formulaire PLF. Contrôle ou pas, ce qui est sûr, c'est que le coronavirus pèse sur le moral des Suisses. C'est ce que démontre le dernier sondage de l'Institut Sotomo pour la SSR, publié ce soir. La majorité des sondés soutient les mesures de lutte contre la pandémie, mais le climat dans la rue ou dans le cercle privé se détériore. Rouven Guessa. Regardez ces manifestants, des images qui s'invitent désormais régulièrement dans l'actualité, comme ici sur la place fédérale, noire de monde, c'était samedi dernier. Il ne serait pourtant qu'une minorité bruyante face à une majorité silencieuse. C'est en tout cas ce que montre le 9e sondage Sotomo sur le coronavirus en Suisse. Les mesures politiques pour lutter contre la pandémie sont bien acceptées par près de la moitié de la population, même si depuis juillet, c'est vrai, le ras-le-bol a légèrement progressé. C'est une minorité, le sondage le montre, mais elle est très impactée et elle se considère très largement mise sous pression. C'est pour ça qu'elle descend dans la rue. Les autres sont plutôt satisfaits et restent donc tranquilles.
Au cœur des frustrations, le certificat sanitaire, perçu par une large majorité comme une obligation vaccinale, un sentiment qui s'est renforcé depuis cet été. 41% des sondés répondent que oui, c'est une obligation et c'est bien comme ça. 38% disent que oui et ça les dérange. Seuls 21% ne font pas l'amalgame entre certificat et obligation vaccinale. Autant dire que le moral des troupes n'est pas au beau fixe. L'enquête montre que l'ambiance au sein de la population est perçue comme plus mauvaise que cet été, l'indicateur est en baisse. Parallèlement, les conflits et l'agressivité ont pris de l'ampleur, avant tout entre amis et en famille. On observe énormément de conflits dans son voisinage ou son cercle d'amis. Le certificat, le vaccin, la pandémie, toutes ces questions font désormais partie du quotidien. Personne ne peut s'en extraire. Chacun doit décider dans son entourage et ça provoque des conflits. La majorité des sondés admet s'être déjà disputés à propos du coronavirus. Un tiers a même vécu une rupture en amitié ou en amour, une proportion inégalée jusqu'ici. Voilà pour ce sondage réalisé entre le 20 et le 25 octobre auprès de plus de 59 000 personnes. La marge d'erreur est de plus ou moins 1,1 point de pourcentage. Sur le front de la pandémie toujours, le nouveau président de l'UDC du Valais romand crée la polémique. Dans une interview accordée au Nouvelliste, il maintient et assume des propos complotistes. Selon lui, le coronavirus serait une création de l'homme, l'élection américaine truquée. Le comité exécutif de son parti se distancie de ses propos, mais maintient sa confiance. Claudine Gaillard-Torrent avec notre bureau valaisan. Le nouveau président de l'UDC du Valais romand ne cultive pas seulement le patriotisme, mais aussi les thèses complotistes. Dans ses posts sur les réseaux sociaux, retirés depuis, Donald Moss affirme au sujet de la pandémie. Il n'y a pas photo, ce pseudo-vaccin est plus dangereux que la maladie. Ou encore que l'élection américaine est truquée. Des commentaires postés avant son accession à la tête de l'UDC, mais qu'il assume et maintient dans une interview au Nouvelliste. On a pris un virus existant et on l'a amélioré pour en faire un virus plus transmissible et pathogène. Ces affirmations mettent le feu aux poudres. Branle-bas de combat à l'UDC. Son comité exécutif se réunit ce midi en urgence. Une réunion de crise qui accouche d'un communiqué laconique. Le comité tient à préciser que les propos tenus n'engagent pas le parti et ne représentent pas notre position. Le comité décide de maintenir Donald Moss à la présidence, mais se refuse à tout commentaire malgré nos demandes insistantes. Les autres partis réagissent. Il le confirme, c'est ce qui est un petit peu choquant, effectivement. Donc ils ont dû se poser la question à midi de savoir s'ils allaient le reconduire ou continuer à travailler avec lui. Et la réponse est oui. Donc effectivement, maintenant à eux de faire le travail. Mais ça me choque un petit peu. Ça montre un parti qui est en crise, à mon avis. Le communiqué de l'UDC, je l'ai lu. Pour moi, il est incohérent au vu de la situation actuelle. On a, qu'il le veuille ou non, un président qui tient ses propos, qui les expose et qui les confirme. Et le soutenir tout en s'en distanciant, ça montre qu'il y a quelque chose à régler. On sent effectivement l'UDC très emprunté. Il s'agit pour elle de ménager une frange de corona-sceptiques, mais aussi de ne pas effrayer ses membres de base modérés. Un exercice d'équilibriste qui risque de ne pas plaire à tous. Donald Moss, quant à lui, ouvertement soutenu par Oscar Freisinger, promet une prise de parole à travers une vidéo d'ici la fin du week-end. Imaginez un Parlement composé uniquement de femmes. Eh bien, c'était une réalité aujourd'hui à Berne, à l'occasion de la deuxième session des femmes de l'histoire. L'occasion de faire le point sur les inégalités qui subsistent entre hommes et femmes, 50 ans après l'obtention du droit de vote et d'éligibilité. C'est le grand format de ce journal. Il est signé David Fonville, Valérie Gillot et Céline Brichet. Nancy et sa maman Corinne viennent toutes deux de Chermignon en Valais. Elles font partie des 246 femmes qui se réunissent aujourd'hui sous la coupole fédérale. J'ai vécu une première expérience de solidarité féminine très importante lors de la grève des femmes du 14 juin. Et je l'ai vécu avec frisson, avec plein d'espoir, de courage, de sentir cette émulation du groupe. Et puis, je crois que cette sororité, c'est vraiment quelque chose qui peut faire avancer les choses. Je me réjouis d'aller rejoindre ma place et de pouvoir commencer la session. Ces élus éphémères ont 2 jours pour débattre des moyens d'atteindre l'égalité dans tous les domaines de la société. Pour le symbole, cela se passe dans la salle du Conseil national. L'image est forte, c'est seulement la 2e fois que cela se produit. En 1991, une première session des femmes avait été organisée pour les 20 ans du droit de vote. Notre histoire politique
a commencé il y a tout juste 20 ans, soit un siècle et demi plus tard que les hommes. L'idée était celle de Monika Stocker en bleu sur l'image. Nous l'avons retrouvée quelques semaines avant la session, au moment des commissions thématiques. À l'époque, les hommes ne comprenaient pas. Ils se disaient qu'est-ce qu'elles veulent celles-là et pourquoi elles se réunissent dans le Parlement alors qu'elles pourraient le faire n'importe où. On leur a répondu qu'on veut prouver que les femmes font partie de la Suisse. 30 ans plus tard, le pays n'est plus le même. Le Conseil national compte 42% de femmes, mais pour Monika Stocker, une session féminine garde tout son sens. Si on ne s'y oppose pas sans cesse, paf, le patriarcat est de nouveau là. On l'a vu avec le Covid, si les femmes ne s'étaient pas autant engagées avec l'école à la maison, le travail à domicile, ça aurait été une catastrophe. Autre commission présidée par la conseillère aux États Lisa Mazzone. Pour elle, débattre entre femmes amène une grande différence. Ce vécu de femme, il va jouer un rôle dans la compréhension des enjeux et aussi peut-être dans la sensibilité et dans la priorité qu'on va poser sur ce sujet. C'est aussi ce qu'on aimerait montrer. D'une session qui ne réunit que des femmes sortent d'autres propositions que du Parlement qu'on connaît. Nous retrouvons Nancy Duc, chargée de présenter l'idée de sa commission de créer un office fédéral de l'égalité et de la famille. Les bureaux de l'égalité manquent cruellement de personnel et cette faiblesse, en termes de poids institutionnel, a pour conséquence que leur existence même est régulièrement mise en cause. C'était très intense, c'était plein d'émotions. Et d'être exclusivement entre femmes, j'ai eu la sensation que ça nous a toutes légitimées dans nos discours et que ça a renforcé un respect et une valorisation de chacune d'entre nous. Après ces 2 jours, l'objectif est de remettre aux parlementaires une liste de propositions qu'ils pourront mettre en œuvre, mais aussi d'avoir donné à une nouvelle génération de femmes un sentiment de légitimité et d'envie de s'engager qui ne s'arrêtera pas avec la session. Marina Carobio, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous participez à cette deuxième session des femmes. La première a eu lieu il y a 30 ans. Est-ce que c'est encore utile aujourd'hui alors que les femmes sont nettement mieux représentées en politique ? Absolument, elle est utile, elle est nécessaire. On l'a vu aujourd'hui, la force de ces femmes, l'envie de changer les choses, car les inégalités salariales au niveau de rente, la violence à l'égard des femmes, il y a encore beaucoup à faire pour changer les choses. Et donc, cette session nous met à réseau, nous permet d'avancer ensemble. À Berne, vous vous réunissez également de plus en plus entre femmes. Des parlementaires féminines ont créé par exemple leur propre équipe de football. Vous organisez aussi des rencontres informelles entre sénatrices. À quoi ça sert de se retrouver uniquement entre femmes politiciennes ? Ça sert avant tout à nous mettre un réseau, mais aussi à fixer des priorités qui sont communes. Celle de l'égalité, celle de lutter contre les stéréotypes et les discriminations. C'est vraiment un travail qu'on fait ensemble. C'est clair, on a des différences politiques, mais on a aussi des buts communs, que c'est le but de l'égalité et de l'inclusion. Vous parlez de buts communs. L'une des décisions que vous avez prises entre sénatrices, c'est celle de vous citer davantage, mais également d'améliorer le réseautage. C'est quelque chose que les politiciennes font moins que les politiciens ? Oui, parce qu'à la fin, si on regarde le travail de soins, le care, c'est encore toujours les femmes qui le font, aussi les femmes politiques. Alors on s'occupe des enfants, on fait la politique, on travaille, peut-être on s'occupe aussi des parents s'ils sont âgés. Et donc on a moins de temps d'être présent dans certains réseaux informels qui sont dehors du Parlement, dans certaines associations. Donc il faut vraiment travailler ensemble. Moins de visibilité donc, et cette session des femmes ne dure que 2 jours jusqu'à demain. Quelles décisions pourraient encore être prises demain ? Alors, il y a déjà beaucoup de décisions qui ont été prises aujourd'hui sur l'égalité, sur un bureau, sur renforcer le bureau de l'égalité, sur l'office pour l'égalité, sur la question aussi des femmes migrants, etc. Mais il y a encore des propositions qui vont être discutées demain. Le but, c'est vraiment de remettre ces propositions au président du Conseil national et de faire si que le Parlement discute concrètement ces propositions qui sont transmises sous forme de pétition. Donc le travail est concret. Marina Carobio, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce soir et bonne fin de session à vous. Merci pour m'avoir invitée.
Et dans le reste de l'actualité, l'audit du Béjar Ballet Lausanne pointe un gros problème de gouvernance et de gestion des ressources humaines. À l'origine de violences verbales jugées inacceptables et vulgaires, Gilles Roman reste directeur artistique, mais il se fait délester de toutes ses responsabilités administratives. Cécilia Mendoza. C'est l'heure du café à l'hôtel de la Paix quand la presse reçoit l'audit RH sur le Béjar Ballet Lausanne. Commandité par la fondation BBL, le rapport pointe surtout l'absence de responsable RH. Ce poste sera donc créé au même titre qu'une direction générale qui reprendra toutes les responsabilités administratives de Gilles Roman, accablé depuis ce printemps par des témoignages de violences verbales et psychologiques confirmés par l'audit. Il reste cependant directeur artistique et président de la fondation Maurice Béjar, qui gère les droits de propriété intellectuelle de son œuvre. L'audit n'a pas retenu, vous vous rappelez, des accusations de trafic de cocaïne, de népotisme, d'homophobie, de pratiques sexuelles abusives. L'audit n'a rien retenu de ça. On a cette parole qui blesse. C'est absolument inacceptable, mais nous avons décidé d'aujourd'hui l'interdire et de veiller à ce que ça ne se reproduise pas. Après avoir entendu les 70 membres du personnel et 47 personnes externes au BBL, les auditeurs ne mâchent pas leurs mots. À certains moments impulsifs, colériques, voire injurieux, il a pu avoir des attitudes inacceptables et vulgaires. Des personnes externes ajoutent despotes et manipulateurs, mais ses qualités artistiques sont unanimement reconnues. Du côté de la ville de Lausanne, qui subventionne le BBL à hauteur de 5,3 millions par année, on salue la libération de la parole. Une structure générale d'aide à la détection du harcèlement sera aussi mise en place. On va conduire des sondages réguliers auprès de nos institutions, des grandes institutions culturelles lausannoises, comme on s'y était engagé. On va aussi soutenir la mise en place d'une structure mutualisée qui permettra aussi aux petites institutions, notamment aux compagnies, qui ne sont pas bien équipées pour ça, de pouvoir avoir une solution finalement coordonnée, à l'échelle de la branche, de personnes de confiance. Le directeur de production, déjà suspendu après des accusations de harcèlement sexuel, a lui été licencié. La tolérance zéro est désormais brandie par le conseil de fondation. Retardée par la pandémie l'an dernier, l'exposition universelle 2020 a ouvert ses portes début octobre à Dubaï. La Suisse était aujourd'hui à l'honneur avec un invité de marque, le président de la Confédération, Guy Parmelin. Anita Bündner, Jonas Bischoff et Séverine Ambrus. L'exposition universelle de Dubaï est comme un petit air de Suisse. Le président Guy Parmelin a reçu cet après-midi un accueil chaleureux. Il a visité l'exposition où les thèmes de la mobilité et du développement durable étaient à l'honneur. Oui, ce sont des thématiques très intéressantes et des enjeux gigantesques, des problèmes auxquels tous les pays devront trouver des solutions dans les années à venir. L'exposition de Dubaï, c'est l'événement de tous les superlatifs. 192 pavillons érigés au milieu du désert, jusqu'à 25 millions de visiteurs attendus. Dans le pavillon suisse, l'attraction principale, c'est ce simulateur de randonnée en montagne, avec même du vrai brouillard, inhabituel sous les plus de 30 degrés de Dubaï à cette saison. On a l'impression d'être en Suisse parce qu'il fait froid. Ça nous plaît. Être présent à Dubaï, c'est important pour la Suisse, dont les Émirats sont le premier partenaire commercial au Moyen-Orient. Nous sommes très fiers de nos excellentes relations avec la Suisse, en particulier le volume de nos échanges commerciaux. Pourtant, les relations avec les Émirats font aussi débat. La situation des droits humains et le respect de la liberté de la presse dans le pays sont l'objet de critiques. Nous avons des contacts, c'est notre tradition avec tous les pays. Partout, nous cherchons à discuter. Nous pouvons toujours être absents, ça ne change absolument rien la situation. C'est seulement avec des contacts directs, avec surtout la génération qui se projette vers le futur, que la situation peut s'améliorer. Connecter les esprits, construire le futur, dit justement le slogan de l'exposition de Dubaï. Et l'est à visiter jusqu'en mars. Le constructeur ferroviaire français Alstom a saisi le tribunal administratif fédéral pour contester l'adjudication d'une commande des CFF à l'entreprise suisse Stadler Rail à hauteur de 2 milliards de francs. Le litige porte sur l'achat de 286 nouvelles rames automotrices destinées au trafic régional.
Cette nouvelle encore, alors qu'il fait face à de nombreuses accusations, le groupe Facebook change de nom et devient Meta. Le géant américain souhaite ainsi mettre en avant son projet d'Internet du futur, le métaverse. Pour les simples utilisateurs, rien ne change, l'appellation du réseau social restera la même. Estelle Braconnier. Le groupe Facebook change de nom et de logo. Place à une icône bleue en forme du symbole infini, comme le seront les possibilités technologiques à venir. Je suis fier d'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, notre entreprise s'appelle désormais Meta. Meta, comme au-delà en grec, pour tourner la page. Facebook, Instagram, les messageries WhatsApp et Messenger ou encore les casques de réalité virtuelle Oculus sont désormais chapeautés sous l'enseigne Meta. L'entreprise veut s'émanciper du réseau social qui l'a vu naître. Il est maintenant temps de mettre à profit tout ce que nous avons appris et participer à l'écriture du prochain chapitre. Un réseau boudé par les jeunes, contesté même et dont la réputation négative, alimentée encore récemment par les révélations de la lanceuse d'alerte Frances Haugen, pèse sur l'image. Une opération de communication rondement menée avec la promesse de l'avènement d'un monde virtuel en 3D dans lequel les utilisateurs pourront interagir et naviguer, travailler ou se divertir. Une musique d'avenir pour ce spécialiste. Techniquement, il n'y a rien qui change. En fait, c'était une opportunité médiatique d'occuper le terrain des médias pour pouvoir justement réduire la crise en cours. Donc c'est une forme de contre-feu qui est destinée simplement à ce qu'on parle moins de la lanceuse d'alerte et d'autres personnes qui ont commencé à faire des révélations sur l'entreprise. Facebook annonce la création de 10 000 nouveaux postes hautement qualifiés en Europe dans sa division recherche. Les marchés ont salué l'ambition de Facebook, dont l'action rebaptisée Meta a grimpé de 1,5%. Et ce changement d'image concerne directement une start-up neuchâteloise, Mimix Family, dont le logo est en tout point de vue semblable à celui choisi par le géant numérique américain. Contacté, son directeur général se dit honoré, d'autant plus que sa société lance son premier produit sur le marché dans 2 semaines. À la veille du G20, Joe Biden a débuté sa tournée à Rome. Il y a d'abord rencontré le pape, une rencontre chaleureuse malgré la position controversée du président américain sur l'avortement. Première rencontre symbolique aussi avec le président français Emmanuel Macron. Plus d'1 mois après la crise des sous-marins, Washington et Paris affirment resserrer leurs liens et regarder vers l'avenir. Et en France, les candidates et candidats à la présidentielle ne sont pas encore tous connus, mais la pré-campagne bat déjà son plein. Dans ce contexte déjà tendu, le plus grand quotidien régional du pays, Ouest France, a décidé de renoncer à la publication des sondages pour éviter de mettre de l'huile sur le feu. Un geste fort qui soulève le débat. Guillaume Parent et Anne Fournier. La course au trône de l'Élysée à peine lancée, la décision a surpris, mais le plus grand quotidien régional l'assume sans sourciller. Dans les pages de Ouest France, plus de sondages sur les intentions de vote à la présidentielle. On ne parle que de sondages, alors qu'il y a plein de sujets dont on devrait parler, qui sont des sujets urgents. Donc ce n'est plus possible de continuer comme ça et de focaliser l'attention des gens sur des sondages. C'est un leurre. Et je pense qu'on arrive effectivement à une manipulation de l'opinion. Ces mots durs chamboulent un rituel des sondages quasi centenaire en France, au moment où leur flux inonde l'information avant même que les candidats soient déclarés. Vous parlez maintenant un sondage. Un sondage choc. Continue à grimper dans les sondages. Des pronostics plusieurs fois mis à mal, comme aux élections régionales de juin, où ils ont surestimé le Rassemblement national. Et quand on pense qu'on construit une campagne politique aussi importante que la présidentielle à partir de choses aussi fragiles, ça me pose un problème majeur pour la démocratie et ça me pose un problème majeur pour le métier que je fais, celui de journaliste. Ces matraquages mal utilisés assècheraient donc le débat. À l'heure du café, le futur électorat se montre plutôt compréhensif avec la décision du journal. J'essaie de pas regarder les sondages. Et encore plus là maintenant avec des candidats qui sont super médiatisés, alors qu'aujourd'hui leur base électorale elle est quand même discutable. C'est un peu comme les avis quand on achète un aspirateur et qu'on regarde les étoiles sur les commentaires, je m'en fous. Mieux exploiter les thèmes des élections, des choses comme ça qui sont plus intéressantes que des chiffres, des pourcentages. Les premiers concernés pointent eux du doigt un mauvais usage de leur outil dans un pays où les partis n'ont plus de socle. Un sondage aujourd'hui en France devrait dire à quel point les Français hésitent.
Et ce n'est pas exactement ce qu'on met en avant quand on dit Macron est au second tour face à Marine Le Pen, non peut-être face à Éric Zemmour. Non, ce n'est pas ça. On ne raconte pas la bonne histoire à partir de nos instruments et c'est ça qui est inquiétant. Le choix d'Ouest France bouscule les médias dont plusieurs applaudissent la démarche. La future campagne présidentielle dira de quelle manière les sondages restent ou non maîtres du scénario. À la veille de cette période de Toussaint, nous lançons ce soir une série Mémoire d'outre-tombe avec vous, Fanny Moy, une série consacrée aux surprises au cimetière. Oui, mais alors pas n'importe quel cimetière, hein. Ce sont 3 cimetières extraordinaires par leur histoire, leur emplacement et aussi leur rayonnement culturel. Nichés aux 4 coins de la Suisse romande, ils sont un peu les derniers remparts contre l'oubli. Alors il y a bien sûr la mémoire des défunts, mais il y a aussi une mémoire plus collective, un patrimoine qu'il faut préserver et transmettre. Et c'est un peu l'objectif finalement de cette série Mémoire d'outre-tombe qui va vous emmener en Gruyère dans le cimetière de Jaun sur les traces de Walter Cottier, le sculpteur à l'origine des croix en bois. Nous irons aussi dans les Franches-Montagnes, au cimetière des Pestiférés, le dernier vestige de la peste noire qui a ravagé cette région au XVIIe siècle. Mais tout de suite, destination Verrier, une commune frontière avec la France et son cimetière israélite. Un reportage réalisé avec Henri Guareschi et Henri Montavon. Jean Plançon vit dans un lieu sacré, je dirais même plus un sacré lieu. Depuis 28 ans, il est le gardien du cimetière israélite de Verrier, un cimetière unique au monde, construit à cheval sur une frontière. Alors on est ici sur la ligne séparative, la frontière séparant les 2 États, la France et la Suisse, et qui donc va matérialiser d'un côté les sépultures qui se trouvent côté français, des espaces vierges qui sont côté helvétique, mais qui abritent néanmoins tout le centre funéraire. Avec la fermeture des frontières lors du premier confinement, le cimetière est interdit au public, du moins officiellement. Donc le passage étant entravé, on a connu à nouveau quelques passages clandestins qui sont opérés à travers le cimetière. Donc on s'est retrouvé finalement dans une situation qui nous rappelait quelque peu les conditions de la Seconde Guerre mondiale. Car à partir de 1940, des centaines de Juifs passent clandestinement l'enceinte du cimetière pour se réfugier en Suisse. Des femmes, des hommes, des enfants, aidés par des réseaux de passeurs bénévoles, arrivent ici de nuit et sont pris en charge par le gardien de l'époque. On les accueillait et puis on les cachait dans un premier temps dans le centre funéraire, le temps ensuite de pouvoir organiser en fait un transfert vers Genève. Un point de passage vers la liberté, mais aussi un lieu d'arrestation. En 1945, le gardien du cimetière et Aimé Stittelmann, une jeune passeuse, sont arrêtés et condamnés par les autorités suisses. Il faut attendre la fin des années 2000 pour que le Parlement fédéral suisse fasse une loi de réhabilitation pour toutes ces personnes qui avaient été condamnées pendant la Seconde Guerre. Aimé Stittelmann a été la première personne en Suisse à être réhabilitée. Et Gustave Michon, donc le gardien du cimetière, eh bien, on avait perdu en fait son dossier administratif. Et puis, il sera le dernier à être réhabilité. Des anonymes sortis de l'oubli, mais aussi d'illustres défenseurs des réfugiés comme Albert Cohen. Enterré ici il y a tout juste 40 ans, le célèbre écrivain attire encore de nombreux admirateurs. C'est sans aucun doute une des tombes les plus visitées de ce cimetière parce que c'est une personnalité universelle. Et par conséquent, bien que ce soit un cimetière juif, on a aussi des tas de visiteurs, effectivement, d'autres confessions qui viennent se recueillir sur cette tombe. Passionné d'histoire, Jean Plançon incarne la mémoire de ce lieu unique. Il est le gardien des âmes du cimetière de Verrier. De sordides crimes à Montreux, Échallens ou dans les Alpes vaudoises. Voilà qui devrait vous faire frissonner cet hiver. Le polar régional est en plein développement en Suisse romande. Les éditeurs ont reçu un nombre record de manuscrits. Geneviève Dantan. Une librairie mobile pour une séance de dédicaces dédiée au polar. Ces 2 jeunes auteurs vaudois publient leur premier roman policier pour décor la Suisse romande. Il y a une partie qui se passe ici à Échallens parce que je viens d'Échallens, donc pour moi c'était plus simple et naturel de l'ancrer dans un environnement que je connais. Si j'avais écrit mon polar à New York, ça m'aurait demandé beaucoup plus de travail. Dans ces pages, crime, enquête, suspense, tous les ingrédients du roman noir.
Aujourd'hui, dans le pays, toujours plus d'auteurs se lancent dans l'écriture d'intrigues policières avec un ancrage régional. Pendant longtemps, on croyait que les polars, ça devait se passer à New York ou à Paris. Et puis, il y a des auteurs comme Daniel Abimi, par exemple, Woltenhauer et Feutz, qui nous ont ouvert les yeux en disant « mais c'est possible d'écrire des polars sur notre réalité ». Et je crois qu'on a tous faim de cette réinterprétation-là. Après le succès des polars nordiques, le polar helvétique se fait une place. Chez cet éditeur, les piles de livres s'amoncellent. Ici, en 3 ans, l'offre a explosé. On a vu vraiment une grande augmentation du nombre de manuscrits polars que nous recevons. Je pense que facilement 4 à 5 par mois. Et puis ça se traduit aussi en termes de publication, puisque rien que cette année, nous avons publié 5 romans noirs, 5 polars, ce qui représente quand même la moitié de notre production littéraire. Si certains écrivains comme Nicolas Feutz ou Marc Woltenhauer ont ouvert la voie, aujourd'hui le polar régional a le vent en poupe. Les prix littéraires se multiplient. Pour son 3e ouvrage, Au point 1230, Laurence Voïta a choisi le roman noir, un livre qui a reçu le prix du polar roman cette année. Mais maintenant, on devrait dire les polars, parce qu'il y a un nombre d'écritures, d'intrigues, de genres dans le polar énorme. Donc, il y a la place peut-être pour plus de monde aussi. Je pense que si Balzac avait vécu au XXe siècle, il aurait sans doute écrit des polars. La Suisse romande, nouvelle terre du polar. Dans les imprimeries, la littérature policière se glisse toujours un peu plus sous les presses. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de Stéphane Thiebaud. Et puis votre magazine Passe-moi les jumelles vous propose ce soir une immersion avec les moines cisterciens de l'abbaye d'Autrive. Très belle soirée à vous, bon début de week-end et à demain. Suivez l'information en continu sur RTS Info.